Le professeur Didier Raoult est l'invité exceptionnel de BFM TV. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup de nous accueillir ici, chez vous, dans votre bureau, à l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée de Marseille. La France passe en cette fin de semaine le cap des 100 000 morts de l'épidémie. Ça suscite beaucoup de commentaires, beaucoup d'émotions aussi. 100 000 morts, êtes-vous d'accord pour dire que c'est une énorme catastrophe sanitaire ? Alors, il faut se méfier des mots, c'est compliqué. Un des débats qui va avoir lieu, qui va être un des débats les plus compliqués, c'est est-ce qu'un mort vaut un mort ? C'est une vraie question. C'est-à-dire que les gens qui sont morts, la tranche d'âge, si vous prenez les gens de moins de 65 ans, Oui. il est mort moins de gens en 2020 qu'en 2019 ou en 2018. Moins. Donc si vous prenez les gens de plus de 75 ans ou les gens de plus de 85 ans, il en est mort beaucoup plus. Il faut le pondérer par le fait que le nombre de morts doit être considéré comme une proportion du nombre de gens qui ont cet âge-là. Mais si vous voulez, le symbole de ce que les gens emploient, c'est-à-dire 100 000 morts, ne représente pas, nous on a calculé très précisément ça dans la région PACA par exemple, Ouais. Il n'y a pas eu d'année de vie de perdue en 2020 dans toute la région PACA. Vous voyez donc, en fonction de ce que vous analysez plus précisément, vous n'avez pas le même résultat. L'INSEE parle d'une surmortalité dans les Bouches-du-Rhône pour les 2 premiers mois de 2021 en revanche. On verra, vous savez, encore une fois, je ne fais pas le même métier que vous, donc je ne suis pas obligé d'avoir une opinion tous les jours. J'ai pas d'opinion, je cite l'INSEE. On verra. Et dans l'INSEE, vous avez vu que d'ailleurs celui qui est probablement le plus brillant de ceux qui s'expriment, qui est le bras, est extrêmement pondéré sur l'évaluation de ça. Ouais. Mais revenons à ce que vous disiez au fond. Un mort vaut-il un mort ? Oui. Vous ne croyez pas ? Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui a 85 ans a plus de facilité à mourir pour sa famille, pour ses proches? Ce sont des drames humains, des drames familiaux, malheureusement. Non, je suis gentil, ne sortez pas les violons. L'espérance de vie de quelqu'un, on a calculé ça d'une manière très précise. 88%, pour vous dire de manière très précise, des gens qui sont morts ici au CHU de Marseille avaient une espérance de vie qui était inférieure à 1 an. C'est-à-dire que bien sûr, toutes les morts ne sont pas équivalentes. Si vous avez un accident de la route à 20 ans, votre espérance de vie elle est de 65 bien ans. Sûr. Si vous avez 85 ans et un cancer, votre espérance de vie elle est de 3 mois. Donc si vous voulez, bien entendu, je suis médecin, j'ai de la compassion pour tout le monde, mais il n'empêche que, si vous voulez, la perte de chance ou la perte de vie ou la perte d'espérance n'est pas de même nature chez les uns et les autres. Bien sûr. L'INSERM, néanmoins, estime que ce chiffre de 100 000 décès est sans doute déjà dépassé depuis longtemps. C'est le Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès à l'INSERM qui dit cela. Pourquoi, au fond, vouloir minimiser ce chiffre, professeur ? Je ne veux pas le minimiser. Vous savez, moi, je n'ai pas de raison, je ne gagne pas d'argent s'il y en a plus, et il y en a qui gagnent de l'argent. Je ne gagne pas moins d'argent s'il y en a plus, je gagne la même somme, je suis fonctionnaire. Je m'en fous complètement. Moi, mon métier, c'est d'être scientifique, c'est pas d'être dans l'émotion des uns et des autres, c'est pas de vendre des médicaments, c'est pas d'en prescrire non plus d'ailleurs. C'est d'analyser les choses d'une manière qui soit raisonnable. Et singulièrement parce que ensuite, toutes les mesures que nous allons prendre, je vais essayer de vous expliquer quelque chose d'un peu complexe. Toutes les mesures que nous allons prendre ensuite sont des mesures dans lesquelles on doit balancer le risque et le bénéfice de ce que nous faisons. Donc si nous n'avons pas une évaluation très précise de ce qu'est le risque, nous ne pourrons pas calculer la balance entre le risque et le bénéfice. Et ça, c'est toute la question de la médecine, c'est à chaque fois que je prends une décision médicale, je dois peser le risque que je prends pour le patient et de savoir si ce risque vaut le coup. J'entends ce que vous dites et j'entends aussi votre position de médecin, de scientifique.
j'attendais aussi, ou je vous demandais aussi une réaction peut-être plus dans l'émotion. Vous me dites que vous n'avez pas envie d'aller sur ce terrain-là, mais précisément parce qu'on est à un moment particulier. Un cap, c'est un cap. Un seuil de nombre de morts, on peut estimer que c'est juste mathématique, mais ça suscite, c'est vrai, beaucoup, ces jours-ci, beaucoup de témoignages, beaucoup d'émotions. Je crois que le président de la République lui-même est particulièrement sensible à ce cap. Pour vous, ce n'est pas un événement particulier? Non, si vous voulez, les chiffres pour moi n'ont pas un sens symbolique particulier. Donc vous me disiez, il y en a 99 990 ou 100 000, je ne vois pas trop la différence pour vous dire la vérité. Alors je vais vous poser la question autrement si vous voulez bien, et après on passera à autre chose, mais est-ce que vous imaginiez, avec toutes les précautions que vous avez évoquées, un tel bilan il y a un an par exemple? Si vous voulez, j'ai passé mon temps à dire que il fallait être fou pour essayer de prédire quelque chose sur une maladie qu'on ne connaissait pas. J'ai dû l'écrire, si vous avez vraiment lu mon livre, j'ai dû le dire une vingtaine de fois. Absolument. Donc, si vous voulez, c'est une espèce de maladie qui est humaine et qui est banale. Et je ne dis pas que ce n'est pas important. Il faut peut-être qu'il y ait des astrologues, il faut peut-être qu'il y ait des gens qui prédisent. Vous savez, les généraux romains ne faisaient pas une guerre sans demander l'avis des auspices et des aruspices. Alors regardez si le vol des aigles passait de droite à gauche ou de gauche à droite, et si le foie des volailles était bien au bon endroit. Et donc, c'est vieux comme l'humanité d'avoir un besoin de prédiction. Mais cela étant, ce n'est pas mon rôle à moi. Il y a des gens qui se régalent avec ce rôle, chez vous, qui viennent régulièrement. Ils adorent prédire ce qui va se passer. Vous savez aussi, professeur, et c'est d'ailleurs l'une des plus grandes critiques qui vous est faite depuis des mois maintenant, beaucoup estiment que vous avez sous-estimé cette épidémie. Ah, vous savez, je ne sais pas ce que j'en me reproche, d'ailleurs, c'est pas vraiment mon problème. Mais en revanche, si vous voulez, à la différence de vous, parce que ce n'est pas votre métier, et puis à la différence de la plupart des gens qui parlent, vous savez, ici, on a fait le diagnostic de 40 000 personnes. On en a traité 23 000. On en a traité 19 000 en hôpital de jour. La mortalité ici, chez les gens qui sont soignés, c'est 0,4%. D'accord ? Donc, les chiffres que vous donnez ne sont pas inintéressants. Les données que les uns et les autres, dont les uns et les autres parlent sans avoir des données, on est probablement le centre qui a le reçu et qui a traité le plus de gens de cette maladie au monde. Sans réanimation? Si, bien sûr, nos patients sont allés en réanimation quand ils Je veux dire, ici, dans votre centre, il n'y a pas de Dans notre centre, non, on fait de l'oxygénothérapie à très haut débit. Hein. Mais bien entendu, il y a une partie des gens, il y a 9% des gens qui ont été hospitalisés ici, qui sont passés en réanimation. Certains sont revenus, d'autres sont morts en route. Donc c'est tous les patients qui se sont présentés. Et dans ces patients, bien sûr, il y en a eu qui ont besoin de réanimation, d'autres qui ont eu besoin d'hospitalisation et d'autres non. D'ailleurs, où situez-vous cette épidémie dans la liste des épidémies depuis un siècle? Je lisais hier dans Le Monde que ce bilan considérable, écrit Le Monde, s'inscrit dans la lignée des grandes épidémies du XXe siècle, grippe espagnole, grippe asiatique, grippe de Hong Kong, avec des dizaines de milliers de morts, voire des centaines. Vous la situez où, cette épidémie, si vous deviez comme ça la qualifier par rapport à d'autres épidémies dans l'histoire? Si vous voulez, là aussi, vous êtes à la recherche, c'est pas étonnant, Le Monde ne fait pas de la science, il fait du symbole. On ne peut pas comparer ces choses-là parce que nous n'avons jamais eu dans l'histoire de l'humanité une population qui ait eu cet âge, une proportion de population qui ait eu un âge pareil. Vous vous rendez compte que l'âge moyen des gens qui sont morts ici, c'est 81 ans. Vous ne croyez pas qu'à 30 ans, on pouvait avoir une mortalité des gens qui avaient un âge moyen de 81 ans. On ne les avait pas, les gens. Donc, il s'est passé quand même un phénomène qui est un phénomène très important et qui est un phénomène, si vous me posez la question de savoir est-ce que ce phénomène risque de se reproduire, je pense que oui. C'est-à-dire que nous avons maintenant une population d'une très grande fragilité qui est susceptible de mourir avec des infections relativement peu graves pour des gens qui n'ont pas de facteurs de risque importants. Et bien entendu, ça ne va pas s'arrêter parce que cette population, nous l'avons. Et donc, réellement,
la différence majeure, vous n'avez qu'à la regarder, mais c'est disponible partout si on veut bien regarder les chiffres, y compris ceux de l'INSEE. Hein. Vous savez, c'est au-dessus de 85 ans, vous avez 30% de mortalité, et puis au-dessus de 75 ans, vous en avez, je sais pas, 15-20%, et en dessous de 65, vous n'en avez pas. Donc si vous avez une population que de gens qui ont moins de 65 ans, sauf à vraiment ne pas s'occuper des malades, si vous voulez, parce que de temps en temps, il y en a qui ont besoin de soins plus actifs, vous vous retrouveriez dans des situations dans lesquelles, ce qui n'a rien à voir, mais absolument rien à voir, mais c'est parce que le monde a l'habitude de dire des bêtises, ça n'a rien à voir avec la grippe espagnole. La spécificité de la grippe espagnole, c'est que ça tuait des gens jeunes, ça tuait les militaires. D'accord, ici, là, il y a des gens jeunes qui meurent de ça, il n'y en a pas. Donc on n'est pas en train Même du avec tout... les nouveaux variants, on Non, entend beaucoup de réanimateurs, mais- par exemple, raconter qu'en réanimation, peut-être ne décèdent-ils pas d'ailleurs, mais en réanimation, beaucoup plus, par rapport à la première ou la deuxième vague, beaucoup plus de patients jeunes. Écoutez, non, c'est pas vrai. Actuellement, nous, on est en train de regarder. Oui. Les autres, je ne sais pas. Puis je m'en fiche parce que je pense que les gens ne regardent pas réellement les données. Moi, je peux vous dire que nous avons étudié ça sur, je ne sais pas combien, 200 ou 300 variants anglais que nous, on a mesurés parce qu'on regarde ce que sont les variants. Le variant anglais est plutôt moins sévère. Le plus sévère de tous, ça a été le variant 4. Le variant qui est né en France avec les visons. C'est celui qui a le plus tué. Ça, c'est novembre, janvier. Alors ça a vraiment tué beaucoup. Celui-là tue plutôt moins de manière significative. Donc, chacun raconte ce qu'il veut. Nous, je regarde, et là, ce dont je vous parle, c'est tous les morts et tous les gens qui sont hospitalisés en réanimation dans tout le CHU de Marseille. Donc, ce n'est pas seulement nous, et bien entendu, je sais qu'il y a des couillons qui disent comme ils n'ont pas de réanimation, ils ne sont pas de morts. Mais ce n'est pas vrai, nos malades, quand ils ont besoin de réanimation, ils vont à la réanimation qui est à côté. Il ne faut pas s'imaginer qu'on les laisse mourir comme ça. Donc, en clair, on ne peut pas comparer une épidémie qui tue des gens de plus de 75 ans avec une épidémie qui a tué des appelés du contingent pendant